Alors, qui contrôle l'IA? Quel rôle pour l'Europe? Qui contrôle l'IA? Voilà. C'est drôle parce qu'il y a aussi ce robot avec les couleurs de la Chine et puis juste en face, c'est les couleurs du drapeau américain sur un ring, donc deux robots qui s'affrontent avec ce titre, qui contrôle l'IA? Quel rôle pour l'Europe? Et Paris qui accueille le sommet mondial sur l'intelligence artificielle. On a l'impression quand on regarde cette une qu'en fait il y a deux pays qui s'opposent, deux modèles qui s'opposent. Bon, est-ce que c'est le cas? C'est vrai que peut-être que l'Europe et la France cherchent une troisième voie. On va voir, mais c'est fou parce que j'ai acheté ce journal français, un hebdomadaire qui s'appelle Le 1 que je recommande, mais j'aurais pu en acheter plein d'autres, des journaux. Il suffit d'aller au tabac ou au bureau de presse, comme on dit, pour voir plein de unes différentes, vraiment en ce moment, en France, des unes sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment sur toutes les lèvres, dans toutes les bouches, on parle que de ça cette semaine. Alors pourquoi? Parce que y a de l'actu déjà, hein. À Paris, il y avait un sommet, le sommet international de l'intelligence artificielle, organisé par Paris, organisé par Emmanuel Macron, notre président français. Et Macron, voilà, qui a annoncé aussi qu'il voulait développer l'intelligence artificielle en France. Je crois qu'il a dit qu'il investissait plus de 100 milliards d'euros pour l'avenir. Voilà, juste pour développer l'IA en France, 109 milliards d'euros. Voilà, j'ai les chiffres. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est absolument fou, lié à l'intelligence artificielle, parce que juste avant, il y a quelques semaines, on a eu le président américain Trump qui a mis 500 milliards dans l'intelligence artificielle. Donc évidemment, c'est beaucoup plus qu'en France, c'est complètement dingue. Et puis dans le même temps, on a eu la Chine qui a aussi répondu un peu dans la foulée et qui a prévu aussi de débloquer de l'argent pour lancer, pour créer une IA. Alors soi-disant, selon la Chine, cette IA est moins chère, beaucoup moins donc coûteuse, et elle est aussi beaucoup moins énergivore. Donc en fait, elle va consommer moins d'énergie et donc elle est peut-être un peu plus écolo. Bon, ça, encore une fois, on n'a pas la preuve, mais voilà, il y a vraiment, c'est vraiment l'actu quoi en ce moment sur l'intelligence artificielle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe, la France cherche une troisième voie, pas celle des États-Unis, pas celle de la Chine. Voilà, donc c'est vraiment l'avenir et c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu avec toi. C'est le présent, mais c'est aussi évidemment les sujets de l'avenir, c'est l'actu. Donc je pense que c'est intéressant de s'arrêter dessus et de se poser une question. Est-ce que c'est génial comme révolution? Est-ce que c'est vraiment fantastique? Ou est-ce que c'est un peu flippant? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce que c'est angoissant? Peut-être que c'est un peu des deux d'ailleurs, hein. Peut-être que c'est un peu des deux. Donc, on va voir. Je vais te raconter évidemment des anecdotes. On va voir les choses positives parce que, à mon avis, il y en a pas mal, notamment dans deux domaines en France et je vais en parler juste après. On va voir les points plus négatifs parce que tu sais que les Français se méfient encore pas mal en fait de l'IA. Ils ont des craintes. Est-ce que c'est une surprise? Je ne suis pas sûr. Et voilà, je te dirai pourquoi donc ils se méfient un peu. Je pense que c'est intéressant, mais tout d'abord, c'est logique, on doit en parler. L'IA, elle est vraiment partout. Elle est chez toi, elle est dans ta maison. Au quotidien, tu peux l'utiliser. Alors, c'est tout simple, hein. Ça peut être aussi pour organiser... pour organiser ton frigo même, je sais pas, pour quand tu as quelques légumes, quelques fruits qui te restent dans ton frigo, tu peux te dire, bon, je sais pas quoi faire avec ça. Hop, tu demandes à ChatGPT ou tu demandes à une intelligence artificielle et puis tu vas avoir la réponse directement sur ton ordinateur. Tu peux préparer tes courses avec l'IA, tu peux même poser des questions du quotidien. Tu vois, quand je pense à ça, je pense à je sais pas, quelque chose de tout bête, mais tu as un peu mal au ventre ou tu as un problème de peau, tu as un bouton qui ne te plaît pas vraiment,
tu vas te dire, bon, allez, je vais demander à ChatGPT par exemple, ChatGPT en français on le dit aussi comme ça, et on va me dire si je dois aller consulter un médecin ou pas. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Et puis au travail aussi, ça sert. Alors moi, je vais te dire un peu plus tard si je l'utilise dans mon travail, pour les vidéos, pour même le podcast ou pour des cours, hein, pour enseigner. Mais ça sert au travail. Je sais qu'il y a des gens, j'ai des amis qui vont préparer des réunions, tu vois, qui vont préparer des rendez-vous, qui vont en un clic demander de sortir des chiffres, de sortir des statistiques, tu vois. Donc c'est quand même pratique de faire des tableaux, d'avoir des statistiques, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est important au travail. En France, donc, ça devient un sujet de conversation. Donc, comme je l'ai dit, parce que on a organisé le sommet mondial sur l'intelligence artificielle, mais c'est aussi parce que, en fait, la France vient de lancer, je ne sais pas si tu es au courant, mais on vient de lancer notre propre IA qui s'appelle le chat. Donc, tu vois un peu le jeu de mots, chat et le chat. Et c'est une entreprise française qui s'appelle Mistral qui a lancé ça. Et en fait, il commence à y avoir un engouement. Les Français commencent à s'y intéresser parce que tout simplement, j'ai vu les chiffres. Là, récemment, je crois que c'était le week-end dernier, cette appli a été téléchargée vraiment en nombre. Tout le monde l'a téléchargée en France et c'était, je crois, la première dans les, tu vois, dans les applis téléchargées cette semaine ou le week-end dernier. Donc il y a vraiment une grosse demande, quoi, une demande immense sur ça en France. Et c'est vrai que donc c'est le présent, c'est l'avenir. Et je crois que c'est Vladimir Poutine, le président russe, qui a dit qui domine l'IA domine le monde. Donc le pays ou l'État qui va dominer l'IA dans le présent, mais surtout dans le futur proche, tu vois, bah, va dominer le monde. Donc ça concerne évidemment plein de domaines, la science, la recherche, la santé, évidemment, les médicaments, tout en fait, les armées, la défense. Donc voilà. C'est évidemment important, je parle de Vladimir Poutine, mais je pense que c'est pas le seul à l'avoir dit, tu vois. Il y en a plein d'autres, donc c'est l'avenir, on va en parler. Mais juste, tant que j'y pense, est-ce que tu as vu ce film Heure, voilà, avec mon accent français qui parle anglais, mais c'est un film complètement fou, extraordinaire, que moi j'ai... Est-ce que tu le vois là? Là, on le voit mieux. Tu vois, je l'ai racheté, on voit le prix, je l'ai acheté 5 € d'occasion, mais je l'avais déjà vu. Et en fait, j'avais adoré ce film qui est sorti en 2014, je crois, il y a plus de 10 ans. Et je l'avais vu à Aix-en-Provence au cinéma. Et j'avais adoré, je l'avais trouvé magnifique. En gros, pour te résumer très rapidement, c'est un homme qui est assez seul, qui travaille et qui va tomber amoureux d'une intelligence artificielle, d'une voix en fait, mais c'est une IA, une intelligence artificielle. D'ailleurs, la voix, c'est la voix de Scarlett Johansson. Et je trouve que c'est un film magnifique, très doux, émouvant aussi. Voilà, il y a beaucoup de douceur dans ce film. Et en fait, j'avais complètement zappé, j'avais complètement oublié. Mais ce film se passe en fait dans un futur proche. Alors quand il est sorti, c'était il y a 10 ans. Mais la scène, l'histoire se déroule en 2025. Ça, c'est complètement fou. C'est complètement dingue. Et voilà, donc on est en 2025 dans le film. Quand un homme tombe amoureux d'une IA. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et j'ai déjà entendu, j'ai vu des actus passer, des infos passer comme quoi certains sont aussi tombés amoureux d'une IA et même malheureusement certains se sont suicidés. Donc bref, ça évidemment c'est le pire des cas, mais si vous ne l'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir. C'est un film magnifique et qui encore une fois aujourd'hui a du sens, quoi, a beaucoup de sens. Bref, pour commencer, ça fait déjà quelques minutes que je parle, mais j'aimerais te parler des trucs qui me fascinent. Pourquoi l'IA est absolument incroyable et pourquoi l'IA a de beaux jours devant elle. Pourquoi je pense l'IA va marcher sur certains domaines et je pense à deux secteurs particuliers. Alors déjà, un truc quand même qui est dingue, il faut peut-être le rappeler, mais c'est déjà fou, je trouve, de parler directement avec quelqu'un. Voilà. D'aller sur ChatGPT ou d'aller sur le chat, l'intelligence artificielle française, de pouvoir créer du texte, de pouvoir créer des photos, des vidéos. C'est ce qu'on appelle l'IA générative et ça, je trouve que c'est déjà complètement fou. Il faut juste un peu prendre du recul
et s'en rendre compte. Après, pour moi, à mon avis, il y a deux secteurs sur lesquels l'IA a son importance et est vraiment révolutionnaire. En France surtout, je dirais la médecine. Parce qu'en fait, en France, on a un immense défi dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, c'est le défi du vieillissement de la population. Les gens vivent de plus en plus tard, les gens meurent de plus en plus tard, alors les vieux ou les personnes âgées, comme on dit, et parallèlement à ça, il y a un autre défi, c'est celui en France du manque de médecins. On n'a pas assez de médecins pour en fait soigner ces gens-là. Donc en fait, grâce à l'IA, déjà, on va pouvoir faire le tri. L'IA va pouvoir nous aider tout simplement à poser un diagnostic. Ce qui est incroyable, c'est que l'IA connaît tout le corpus médical. Tu vois, l'IA va pouvoir très rapidement, en 2 secondes, identifier les symptômes et te dire tout simplement, toi, tu n'as pas besoin d'aller aux urgences, tu n'as pas grand-chose, c'est pas grave. Et voilà, tu peux rester chez toi, tu te soignes comme ça. Et donc déjà, ça c'est un tri énorme, c'est une vraie aide et ça va permettre d'éviter que les urgences, par exemple les services des urgences à l'hôpital, soient totalement saturés. Donc ça, je trouve ça génial pour le diagnostic. Ensuite, pour la médecine, c'est génial aussi au niveau du traitement. Parce que on le sait, l'IA peut aller beaucoup plus loin dans le traitement, peut mieux détecter un cancer ou une tumeur, et donc l'IA sera beaucoup plus précise. Donc ça, c'est vraiment génial, évidemment, pour tout le monde, pour les patients, pour toi, pour moi, pour l'avenir. Ça, c'est vraiment cool pour qu'on puisse vivre mieux, peut-être, en étant un peu plus âgé encore. Donc ça, c'est génial. Et puis, il y a un autre point, je trouve, vraiment, sur lequel je peux et je veux insister. Je trouve que parfois, on dit, il y a des gens assez optimistes quant à l'avenir de l'humain qui vont dire « Oh, je pense que le médecin ne va jamais être remplacé parce que un robot, ça ne peut pas remplacer un humain et qu'il faut le tact, il faut une vraie personne qui va mieux te parler, qui va mieux te connaître, qui va mieux cerner, cibler les problèmes du patient. » Là encore, je suis avec les médecins. Moi, je me dis, et souvent on le dit en France, on a tous entendu ça, des gens qui disent « Oh, j'ai été atteint d'un cancer, on m'a annoncé un cancer terrible, une maladie grave, pas forcément un cancer, mais une maladie très grave, et le médecin me l'a annoncé de manière très sèche, il a été dur, il a manqué de tact, il a manqué de délicatesse. Il n'a pas été assez délicat avec moi quand il m'a annoncé ce que j'avais, quelle était la maladie. » Je ne critique pas du tout les médecins, en plus, moi, vous le savez si vous écoutez, je pense, les podcasts, mais je baigne dans un monde médical. Mes parents sont médecins, tous les deux, donc je ne critique absolument pas le médecin, mais c'est normal, le médecin est habitué aussi à... Il y a une forme de routine, et puis il a d'autres problèmes, et voilà, ça reste un humain, donc il ne peut pas être parfait à chaque fois. Et là, au moins, le robot, ce que je trouve fantastique, c'est qu'on va pouvoir programmer le robot et lui dire exactement comment annoncer un cancer à un patient. On va pouvoir lui dire, tu dois être super gentil, très délicat, tu dois avoir beaucoup de tact, tu dois être très subtil. Et on va pouvoir tout lui demander et peut-être le régler en fonction du caractère, de la personnalité du patient ou de la patiente. On va pouvoir lui dire, ce patient ou cette patiente a tel problème, a tel âge, et donc tu dois lui dire ça, 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 et comme ça. Voilà. Tout simplement, en fait, on va programmer un robot qui sera super sympa, super agréable. Donc ça, c'est vraiment super cool. Il y a donc, je l'ai dit, les médecins. Ensuite, il y a un autre secteur, je trouve, qui va vraiment bénéficier de l'IA en France, c'est les agriculteurs. Voilà. L'agriculture, selon moi, parce que là encore, je ne sais pas si tu le sais, mais en France, il y a un problème dans ce secteur. Malheureusement, les agriculteurs souffrent. Ils ont des conditions de vie compliquées. Économiquement, c'est pas génial. Ils gagnent peu d'argent, les salaires sont très bas. Et en même temps, ils travaillent énormément, ils travaillent comme des fous. Et il y a un autre problème aussi, c'est qu'ils se suicident. Évidemment, il y a un mal-être, donc il y a un taux de suicide super élevé chez les agriculteurs. Donc, on a remarqué en fait aussi que les agriculteurs travaillaient beaucoup. Et dans ce travail, ils n'étaient pas seulement à la ferme avec leurs animaux, etc. Ils avaient énormément de tâches administratives, beaucoup de paperasse, beaucoup de papiers à faire. Et on a vu qu'en moyenne, ils passaient 9 heures par semaine à faire ça.
Et donc là, on a créé, ou on est en train de créer en France, je ne sais plus exactement, mais une IA, une intelligence artificielle pour simplifier leur vie et en fait qui va tout simplement faire la paperasse, faire les papiers, remplir les papiers à leur place. Donc ça, c'est vraiment génial, génial pour eux. Et toujours dans les agriculteurs, il y a un autre souci en France et en Europe, c'est que la réglementation, les lois sont très complexes. La réglementation européenne et la réglementation française. C'est vraiment un casse-tête et parfois les agriculteurs ne savent pas vraiment s'ils peuvent faire ça ou s'ils n'ont pas le droit de le faire, si c'est interdit ou pas. Ce qui est permis de faire et ce qui n'est pas permis de faire. Et donc là, on est en train de réfléchir à une IA qui pourrait permettre à l'agriculteur d'éviter d'aller prendre un rendez-vous, tu vois, à la chambre d'agriculture à côté. Ça va prendre des mois et des mois pour avoir ce rendez-vous et à la place, en un dixième de seconde, on va pouvoir aller super vite, demander à l'IA et comme ça, on gagne du temps et on prend aussi peut-être des meilleures décisions, quoi. Donc ça, je trouve que c'est tout bénef. Voilà, c'est que du bénéfice. Je dois boire un peu parce que c'est vrai que de parler comme ça sans s'arrêter, c'est un peu fatigant, tu peux l'imaginer. Il y a des trucs cool aussi, alors beaucoup plus basiques, hein, évidemment. Là, j'ai parlé de grands secteurs, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de la médecine, mais tout simplement des choses du quotidien beaucoup plus basiques. Et moi, je peux te parler d'un truc qui m'a un peu pris la tête, qui m'a un peu saoulé ces derniers temps. C'est que, en fait, tout simplement, avec mon appareil là que j'utilise, quand je voulais m'enregistrer, il y avait toujours ça va être technique, hein, une mise au point qui était faite non pas sur mon visage, mais qui était faite derrière. Donc parfois, j'étais flou, j'étais pas net. Donc ça, c'était un vrai souci. Et en fait, quand je regardais sur Internet, tout simplement, je ne trouvais pas les réponses qui étaient satisfaisantes pour moi. Ça m'a pris la tête, comme je te dis, ça m'a un peu saoulé. En fait, sur Internet, sur des articles, je trouvais que tout le monde disait un peu tout et son contraire, comme on dit. Donc j'avais des gens qui me disaient de faire ça et puis les autres me disaient de faire l'inverse. Et j'ai demandé à l'IA. Et l'IA m'a sorti un truc super simple, m'a conseillé de faire ça dans les réglages, de faire ça, de faire ça. Et quand on n'y connaît rien comme moi, hein, sur la technique d'un appareil photo, je trouve que c'était super utile. Alors voilà, je ne suis pas forcément totalement satisfait ou convaincu parce que la mise au point n'est pas top. J'ai encore des trucs un peu bizarres qui se passent sur cet appareil. Mais voilà, déjà ça je trouve que c'est assez cool, mais rien à voir avec évidemment la santé, l'agriculture. Je pense qu'il y a d'autres domaines d'ailleurs. Si tu as des idées, n'hésite pas à commenter. Moi, ce que je trouve intéressant maintenant de dire, c'est de s'arrêter sur les craintes, de s'arrêter sur les doutes, parce que évidemment, en fait, ça peut faire peur aussi l'IA. On est face à l'avenir en fait, et on ne sait pas trop de quoi il sera fait peut-être cet avenir. On n'a pas toutes les réponses, et en fait, je pense que je suis assez d'accord avec les Français, je ne suis pas le seul, j'ai vu un chiffre, je l'ai sous les yeux. Alors c'était juste avant le fameux sommet mondial sur l'intelligence artificielle organisé à Paris, peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, à l'époque, 2 Français sur 10 disaient utiliser l'IA. Seulement 2 Français sur 10, c'est pas beaucoup, hein. Un Français sur 5 utilise l'intelligence artificielle. Pourquoi en fait? Ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça nous inquiète, pourquoi ça inquiète les Français, pourquoi moi aussi ça m'inquiète un peu. Alors, le premier argument, on va dire, c'est est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance en fait à ce robot, à cette IA? J'ai un exemple concret. Encore une fois, je vais essayer d'aller vite parce que je parle beaucoup. J'ai l'impression d'être sur le podcast, que ça va durer 40 minutes. En fait, j'ai un exemple concret. Il y a 2 ou 3 semaines, je suis tombé malade et en fait, j'avais quelques symptômes. Malheureusement, j'étais trop fatigué pour aller chez le médecin et surtout, je n'ai pas trouvé de médecin disponible. J'ai cherché, mais tout était bouché, tout était plein, tout le monde était occupé et surtout, voilà, j'étais super fatigué. J'avais ça comme symptôme, je vomissais. Bref, j'avais quelques symptômes, mais je n'avais pas de fièvre et je n'avais pas de toux. Je ne toussais pas. Donc, je ne savais pas exactement ce que j'avais. Et donc, je ne savais pas comment me soigner, en gros. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé à l'IA, j'ai demandé, bon, voilà, j'ai expliqué mes symptômes et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Et là, le robot, enfin l'IA m'a sorti, tu as la grippe. Je suis convaincu, je suis sûr que tu as la grippe. Mais c'était un peu bizarre parce que je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas de toux. Et en fait, moi, j'ai continué, j'ai dit, mais est-ce que tu es sûr?
j'ai l'impression que ça peut être aussi le Covid. Et là, il m'a dit, ah ouais, t'as raison, c'est en fait le Covid. C'est pas peut-être que c'est l'un ou c'est l'autre, il m'a dit, oui, en fait, c'est le Covid. Donc en fait, il m'avait encore une fois donné deux diagnostics différents. Et je me suis dit, what? Enfin, quoi? C'est quoi ce bazar? Voilà, ça c'est premier problème, première crainte. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Deuxième crainte, deuxième interrogation, est-ce que tu sais, et je pense que tu le sais quand tu écoutes les podcasts aussi, j'adore l'actu. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec l'IA, on peut dire n'importe quoi. Et moi, en fait, ma crainte, c'est les fake news, c'est les fausses infos. On peut faire un test, je l'ai fait juste avant d'enregistrer cette vidéo. En fait, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé qui est François Bayrou. Donc François Bayrou, c'est le Premier ministre en France actuellement. Bon, ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais ça fait, je sais pas exactement, peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Quand je demande qui est François Bayrou, là, on me sort, c'est un homme politique français, il est centriste. Alors ça, c'est quelque chose du centre. Alors politiquement, est-ce qu'il est vraiment du centre aujourd'hui? J'ai un doute. Et en fait, on me sort un peu sa biographie Wikipédia, peut-être, je ne sais pas. Mais sur Wikipédia, au moins, on va t'actualiser, on va te dire qu'il est aujourd'hui Premier ministre. Là, non, on me dit jamais qu'il est Premier ministre. Voilà, c'est un homme politique, en gros. Alors qu'il est quand même chef du gouvernement en France, donc ce n'est pas rien. Donc c'est vrai que sur ça, c'est un peu angoissant, et je vais peut-être te mettre ça sur l'écran, mais je suis tombé sur un article, une étude de la BBC, le média anglais, qui a dit que en fait, sur l'actualité, il y a une réponse sur 5 qui contient des erreurs. Donc une réponse sur 5 est fausse. En gros, l'IA dit n'importe quoi une fois sur 5 quand on parle d'actu, sur des faits, quoi. Donc ça, c'est hyper dangereux, je trouve, pour manipuler un peu l'information. C'est vraiment dangereux. Et juste, à aparté, ça me fait penser à quelque chose un peu drôle et en même temps inquiétant et déprimant. C'est que j'ai vu qu'il y a un Américain qui a préparé son procès. C'est un avocat américain qui préparait son procès, et pour le préparer, il a utilisé ChatGPT, et donc pendant le procès, il a dit n'importe quoi en fait. Il a cité des arrêts complètement inexistants, des arrêts qui n'existaient pas à cause de l'IA, quoi. Donc ça, c'est un peu la honte, hein, déjà pour cet avocat, mais c'est surtout flippant, ça fait très peur quant à son utilisation sur l'actu. Voilà, ça c'est mon avis. Donc voilà, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ça, c'est la première inquiétude. Est-ce qu'on va perdre nos jobs? Est-ce qu'on va perdre notre métier? Est-ce qu'on va devoir se réadapter? Est-ce qu'on va devoir faire autre chose, tout simplement? Même moi, hein, en tant que prof de français, je vais te donner mon avis, mais en fait, la grosse inquiétude des Français, à mon avis, ça concerne le secteur de la culture. Tu sais que le secteur culturel en France est super important. Tous les métiers, par exemple, les métiers de traducteurs, les métiers d'écrivain, les métiers de scénariste, je sais pas, les éditeurs, même les profs, comme je t'ai dit, bah, c'est un secteur qui est très fort en France. Alors oui, l'IA, c'est génial. Par exemple, moi, j'ai un neveu qui a 1 an. Je me dis peut-être que dans 2 ans, je vais lui raconter des histoires, tu vois. Bah, je me dis, c'est quand même génial l'IA, parce que si mon neveu, il aime les bateaux, s'il aime, je sais pas, les animaux, il aime les lions, et puis il aime la cuisine, bah, je vais pouvoir demander à l'IA de me faire une histoire avec les bateaux, avec les animaux et avec la cuisine. En un clic, comme ça, en une demi-seconde. Donc c'est super pratique, évidemment, et ça c'est génial. Mais en même temps, je pense aussi aux gens qui font des livres pour la jeunesse. Je pense à tous ces métiers-là, quoi, qui vont évidemment perdre leur taf, perdre leur travail, si on développe encore l'IA. Mais je pense qu'on va le développer, et je comprends ces gens-là qui peuvent se dire, mais je vais perdre mon métier, quoi, à cause de ça. Donc voilà, je pense à eux, mais il n'y a pas que le secteur de la culture, hein, tout simplement. Les psychologues. On revient un peu à la médecine, mais évidemment, et je connais des gens déjà qui renoncent à aller voir des psys et qui préfèrent poser leurs questions à ChatGPT, parce qu'en fait, bah, on peut le comprendre, hein, c'est beaucoup moins cher. Un psy en France, ça coûte 60 €, 70 € la séance, donc ChatGPT, c'est gratuit, et puis c'est immédiat. Voilà, ça existe et c'est immédiat. Tu as la réponse tout de suite, on va dire, à tes problèmes, même si, à titre personnel, je ne
recommande pas de remplacer le psy par l'IA. Je pense que c'est mieux d'aller voir un psy. Pour mon travail, moi, si tu veux avoir mon avis, je ne suis pas encore très inquiet, sincèrement. Je pense que pour le podcast, par exemple, là, il faut de l'humain, il faut du naturel, il faut du français parlé, en fait. Il faut parler comme je te parle là. Et j'ai déjà testé, j'ai déjà demandé à l'IA pour voir, pour tester. Oh, est-ce que tu peux m'écrire un épisode de podcast? C'est trop écrit, c'est trop standard, c'est du français trop, pas académique, mais écrit. Et pour un podcast, on parle. Donc, si je commence à lire quelque chose qu'on m'a écrit, c'est tellement pas naturel, vraiment, c'est nul. Donc, peut-être un podcast pour débutants, ça va, mais pour les niveaux intermédiaires, je ne te conseille pas d'écouter un podcast qui est fait avec l'IA. Et de toute façon, tu t'en rends compte, on s'en rend compte, c'est direct. Pareil, pour l'enseignement, il faut une vraie personne, je pense. Il faut encore de l'humain sur ça, qui va t'apporter de la nuance, qui va t'apporter ce genre de choses. Voilà, donc sur mon métier, à titre personnel, je ne suis pas trop inquiet. Tu sais que c'est drôle, mais une fois, j'ai répondu à un email à un étudiant, à quelqu'un qui nous a envoyé un email. Je lui ai répondu, comme je fais à chaque fois à tout le monde. Cette personne m'a répondu et m'a dit « Oh, je suis déçu, je ne pensais pas que tu allais répondre avec l'IA. » Et j'ai dit non, 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 non. Donc en fait, on devient même parano. Quand quelqu'un te répond en vrai, parfois malheureusement aujourd'hui, on peut devenir parano parce qu'on voit l'IA partout. Alors peut-être que mon message n'était pas assez personnalisé, mais voilà, c'était vraiment moi et c'est à chaque fois moi qui réponds dessous. Donc pour mon métier, je ne m'inquiète pas. Il y a un autre métier d'ailleurs, je pense à ça, pour moi, qui ne sera pas tout de suite atteint par l'IA et qui va continuer à vivre, c'est le métier d'humoriste. Les gens qui font des blagues, les gens qui font des vannes. Je ne sais pas si tu as déjà testé, si tu as déjà essayé de poser une question à l'IA, pas poser une question, mais lui demander de faire une blague, de faire un sketch. Je t'assure que c'est pas du tout drôle. Niveau blague, niveau vanne, il y a beaucoup mieux qu'une IA et pour ça, une vraie personne, évidemment, c'est beaucoup mieux. Mais sinon, sur le reste, voilà, c'est normal. Les Français s'inquiètent sur ça. Est-ce qu'on va perdre notre travail? Est-ce qu'on va être remplacé? C'est super inquiétant. Et puis, la troisième chose, rapidement, c'est une question un peu plus philosophique peut-être. Tout simplement, est-ce qu'on a envie, dans nos vies respectives, est-ce qu'on veut beaucoup plus de numérique? Est-ce qu'on veut encore plus de numérique qu'avant? C'est-à-dire qu'en moyenne, aujourd'hui, dans les pays occidentalisés, j'ai vu qu'on passait 7 heures par jour sur les écrans. Pour moi, c'est déjà beaucoup trop, à mon avis. Mais est-ce qu'on veut passer encore plus de temps? Parce qu'avec l'IA, on va passer encore plus de temps sur nos écrans, c'est sûr. Je ne sais pas. Donc, c'est vrai que le risque, en fait, c'est tout simplement d'avoir encore moins d'interactions, c'est difficile à dire, encore moins d'échanges avec les gens. Et déjà, je trouve que, peut-être que tu le remarques, mais la qualité du débat, aujourd'hui, elle baisse. Tout se dégrade un peu, les échanges sont moins bons qu'avant et on est plus incapable qu'avant, je trouve, juste à échanger, à discuter ensemble. C'est de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, là encore, j'ai entendu qu'aux États-Unis, peut-être que tu peux me le confirmer, mais j'ai vu l'info passer. En fait, il y a 20 ou 25 ans, il y avait seulement 10% des Américains qui mangeaient seuls au resto. Une personne sur 10. Aujourd'hui, on est passé à 30%. Donc aujourd'hui, tu as quasiment une personne sur 3 aux États-Unis qui mange seule au resto. Je me dis que peut-être qu'en fait, voilà, on préfère être seul que de parler avec quelqu'un. On préfère être seul, mais évidemment, quand on est seul, mais en fait, on est seul avec son téléphone, on est seul avec ses écrans, on est seul avec son IA. Et est-ce qu'on veut, avec l'IA, que ce soit encore pire, en fait? Je ne suis pas sûr. C'est quand même un peu flippant, donc on peut se demander, on peut se poser cette question qui est donc plus philosophique peut-être, comme je l'ai dit. Mais moi, en fait, ça m'inquiète parce que le risque, c'est qu'on devienne des machines, que notre comportement en fait change et qu'on ait du mal à interagir. Aussi, le risque, à mon avis, c'est qu'on appauvrisse la langue, notre langage. J'ai peut-être un peu peur d'être encore plus coupé des autres. J'ai peur que qu'on soit moins créatif aussi et je crains qu'on réfléchisse moins au bout du compte. Voilà, beaucoup de subjonctifs. Je crains que,
tout ça c'est du subjonctif, c'est pratique. Mais c'est une vraie crainte. Donc tout ça pour dire, et je pense qu'on va pouvoir évidemment conclure, j'avais pris des notes, j'espère avoir tout dit, hein, pensé à tout, mais en gros, je pense que c'est génial. L'IA est génial, c'est révolutionnaire, c'est super pratique, c'est bénéfique évidemment sur plein de choses, mais il faut faire la distinction entre les usages. C'est-à-dire qu'il faut distinguer entre ce qui est super utile, tu vois, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, traiter un cancer, mieux traiter les malades, ça c'est sûr, c'est génial. Mais il faut distinguer avec ce qui est inutile. Est-ce que par exemple, c'est important d'avoir une IA qui te fait des filtres sur les visages pour les réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On connaît toutes les conséquences, les choses néfastes de ce genre de choses sur la santé mentale. Donc, on se pose ces questions-là, les Français s'interrogent, les Français, l'Europe aussi, et c'est pour ça aussi qu'en Europe, on veut mettre de la régulation, et on va mettre de la régulation. Alors, j'ai pas eu le temps, là, j'ai pas pris le temps de parler de, comment dire, des conséquences sur l'environnement. Il y en a aussi, hein, au niveau de l'empreinte carbone, mais bref, voilà, donne-moi ton avis, moi ça m'intéresse, est-ce que tu penses qu'il faut mettre des limites? Et ouais, où est l'humain dans tout ça? Où sera l'humain dans quelques années peut-être? Où sera l'humain en 2050? Où seront au futur les émotions? Voilà, comme je te l'ai dit, moi j'ai un peu peur que tout ça disparaisse, quoi. Donc écoute, dis-moi ce que tu en penses. Et surtout, bah, toi, comment aussi tu utilises l'IA dans la vie quotidienne? Voilà, ça m'intéresse. Allez, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!